Ma mère a convaincu mon petit ami d'épouser ma sœur à la place. Elle est plus jolie, plus intelligente. Et le genre de femme qu'un homme peut fièrement ramener à la maison. Il a accepté sans hésiter. Alors, je les ai tout quittés. 5 ans plus tard, ils se sont présentés sans invitation à mon mariage. Ceux qui l'ont vu à l'hôtel a fait disparaître le sourire de ma mère. Mon petit ami a demandé ma sœur en mariage à l'automne. 3 semaines plus tard, ma mère m'a appelé pour me demander de faire leur gâteau de mariage. Il était à moi, avant. Elle l'avait fait asseoir à sa table et lui avait dit que ma sœur était plus jolie, plus intelligente, le genre de femme qu'un homme pouvait être fier de ramener à la maison. Il n'a pas protesté. Personne dans ma famille ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Alors, j'ai fait une seule valise. J'ai changé de numéro de téléphone et j'ai quitté cette ville pour de bon. 5 ans plus tard, ils se sont présentés à mon mariage sans y être invités. Ma mère est entrée en souriant, certaine que je céderais dès son apparition. Puis elle a vu l'homme qui m'attendait à l'hôtel. Son sourire s'est éteint. Elle est devenue blême et a agrippé le dossier d'une chaise comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je m'appelle Emma Carter et j'ai 32 ans. Laissez-moi commencer par le début. Dans ma famille, j'étais celle qui pouvait gérer les choses. C'était le mot qui me définissait, capable. Quand le chauffe-eau est tombé en panne, j'ai trouvé le plombier et je l'ai payé. Quand Clara a eu besoin d'argent pour un semestre qu'elle avait presque raté, je le lui ai viré sans qu'on me le demande 2 fois. Au fil des ans, la somme a atteint $16 000, bien que personne ne l'ait jamais appelé ainsi. Personne ne l'appelait de quelque nom que ce soit. C'était juste ce que je faisais. De la même manière qu'un interrupteur est juste là sur le mur. On ne pense pas à un interrupteur. On ne le remarque que lorsqu'il cesse de fonctionner. Être capable dans notre maison, c'était la même chose qu'être invisible. J'ai grandi à Ridgeway. Une petite banlieue proprette où chaque pelouse semblait passer une audition pour quelque chose. Ma mère, Déborah, se souciait des pelouses. Elle se souciait de ce que pensaient les voisins, de ce que pensait le comité de l'église. De ce qu'une certaine catégorie de femmes pensait en entrant dans notre salon et en voyant la photo de famille au-dessus du canapé. Sur cette photo, Clara est assise au centre, rayonnante, et je suis sur la droite. La moitié de mon corps déjà coupé par le bord du cadre. J'ai longtemps pensé que c'était un accident dû à la façon dont nous nous étions tous assis. Il m'a fallu des années pour comprendre que ma mère nous avait placés de cette manière. Intentionnellement. Mon père, Glenn, était un homme silencieux qui avait appris que le silence coûtait moins cher que les opinions. Il maintenait la paix en se taisant, ce qui est une forme de choix en soi. Même si je ne le savais pas encore non plus. La seule chaleur que je pouvais identifier ne venait d'aucun d'eux. Elle venait d'une fiche. La fiche de recette de gâteau au citron de ma grand-mère, écrite de sa main aux lettres arrondies. Les coins usés à force d'être manipulés. Elle m'appelait sa plus douce fille, et elle parlait de la pâtisserie. Mais je me suis permis de croire qu'elle parlait de moi. Quand elle est morte, j'ai gardé la fiche dans mon portefeuille. Enveloppée dans un morceau de tissu pour qu'elle ne se déchire pas. C'était la seule chose que je possédais qui me semblait m'avoir été donnée et non facturée. Clara avait 3 ans de moins que moi et elle était la médaille. Ma mère la présentait par son physique et moi par mon utilité. Voici Clara. N'est-elle pas éblouissante? Et puis, si j'avais de la chance, et voici Emma. Elle s'occupe de tout. Clara n'a jamais eu besoin d'être capable. Elle n'avait qu'à être admirée, et elle y excellait. Je ne blâme pas la fille qu'elle était. Elle a grandi en s'entendant dire qu'elle était le prix, et les enfants croient ce qu'on leur dit. J'ai rencontré Jason à la fête de fiançailles d'une amie l'année de mes 26 ans. Il était facile de parler avec lui, stable d'une manière qui me semblait sûre. Quand je l'ai finalement ramené à la maison, dans cette cuisine, je me souviens m'être tenu sur le seuil, pensant que c'était peut-être la chose qui changerait la façon dont il me voyait. Le temps d'un dîner. J'ai pensé qu'avoir quelque chose de bien pourrait faire de moi quelqu'un qui valait la peine d'être gardé. Jason a fait l'éloge du gâteau au citron que j'avais préparé avec la fiche de ma grand-mère. Ma mère l'a regardé faire et elle l'a regardé un peu trop longtemps.
De la façon dont on regarde quelque chose en décidant si on peut la voir. J'ai interprété cela comme de l'approbation. Je voulais si désespérément que ce soit de l'approbation. Ce n'en était pas. C'était de l'arithmétique. Pour comprendre ce que ma mère a fait ensuite, il faut comprendre ce qu'elle avait perdu l'année précédente. À peu près au moment où j'ai commencé à sortir avec Jason, ma mère avait découvert les galas. Les dîners de charité, les collectes de fonds pour les hôpitaux. Le genre de soirée où l'invitation est gaufrée et où le but est d'être vu tenant cette invitation. Elle s'était frayé un chemin dans un comité, et par ce comité, elle a rencontré les Reed. Pour ma mère, les Reed n'étaient pas des personnes. C'était une adresse où elle voulait être vue. Il y avait un fils, Daniel Reed. Un architecte d'une famille dont le nom était gravé dans la pierre au-dessus de l'entrée d'un centre d'art communautaire en ville. Ma mère est rentrée de ce premier gala comme d'autres rentrent d'un pèlerinage. Elle a collé l'invitation gaufrée sur le réfrigérateur avec un aimant, bien en évidence. Comme une médaille qu'elle aurait gagnée elle-même. Et puis elle a commencé à prononcer son nom au dîner. Daniel Reed. Pas à moi. Jamais à moi. Elle le disait en direction de Clara, doucement. De la manière dont on met un couvert à table. Pendant presque un an, ma mère a organisé des dîners comme les généraux organisent leurs troupes. Il y avait toujours une raison pour que Clara soit là. Toujours une place qui se trouvait être à côté de lui. Toujours une nouvelle robe achetée pour l'occasion. Je l'ai vue acheter à Clara une robe bleu pâle pour l'une de ses soirées et la qualifier d'importante. Clara la portait. Daniel était poli. Il était toujours poli et il trouvait toujours une raison de partir avant le dessert. Il était gentil avec ma sœur à chaque fois. Et à chaque fois il était parti avant que le café ne soit servi. Je ne pense pas que Clara ait jamais ressenti quoi que ce soit de réel pour lui. Elle jouait un rôle que notre mère lui avait attribué et elle le jouait consciencieusement. Comme elle faisait tout. Mais ma mère le voulait assez fort pour elle deux. Pour une fois dans sa vie. Elle voulait quelque chose qu'elle ne pouvait pas arranger pour que ce soit elle. Cela n'est jamais arrivé. Daniel s'est éloigné comme le font les hommes quand ils ont compris la forme d'une chose et ont décidé de ne pas la poursuivre. Les dîners ont cessé. Le plan de table a cessé. Et un après-midi. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu ma mère retirer l'invitation gaufrée du gala du réfrigérateur. La regarder un long moment, et la glisser dans un tiroir. Daniel Reed, celui qu'elle n'a jamais eu. J'ai classé ce nom sans savoir que je classais quoi que ce soit. Ce que je comprends maintenant, c'est que le perdre n'a pas poussé ma mère à reconsidérer quoi que ce soit sur elle-même. Cela n'a fait que lui donner envie d'une victoire de remplacement, et vite. Elle avait besoin d'une victoire pour Clara afin de refermer la blessure de celui qui s'était échappé. Et il y avait un candidat déjà assis dans sa maison tous les dimanches, buvant son café. Sortant avec la mauvaise fille. Si elle ne pouvait pas avoir l'homme qu'elle voulait, elle prendrait celui qui était déjà dans la pièce. Cela a commencé par les conversations. Après le dîner, ma mère trouvait une raison de retenir Jason. Reste un instant. Laissons les hommes parler. Disait-elle, même si mon père s'était déjà éclipsé vers la télévision. Elle accompagnait Jason sur le porche ou le gardait à table. Et j'entendais le murmure bas de sa voix derrière moi pendant que je portais les assiettes à l'évier. Ces conversations avaient toujours lieu juste après que j'ai quitté la pièce. J'ai remarqué le schéma et je me suis dit que ce n'était rien. J'étais très doué à l'époque pour me dire que les choses n'étaient rien. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit dans toutes ces conversations. Je ne connais que la dernière parce que je suis revenu à la fin. C'était un dimanche de printemps. J'étais allé chercher mon manteau et je suis revenu pour mes clés. Et j'ai entendu la voix de ma mère, chaleureuse et assurée. La voix qu'elle utilisait quand elle concluait quelque chose. Elle est plus jolie. Elle est plus intelligente. C'est le genre de femme qu'un homme peut être fier de ramener à la maison. Disait-elle. Tu le sais. Je ne fais que dire ce que tu sais déjà. Elle parlait de Clara. Elle parlait à Jason. Et Jason a hoché la tête comme si elle lui lisait la météo. Il y avait 2 tasses de café sur la table.
La sienne était vide. La mienne était à côté, refroidie. Une peau se formant à la surface là où je l'avais laissée 20 minutes auparavant. Il ne m'a pas regardé quand il a accepté. Il a gardé les yeux sur ma mère et il a hoché la tête. Et quelque chose en moi est devenu très silencieux et très calme. De la même manière qu'une maison devient calme. Juste avant que vous ne réalisiez que le courant est coupé. Mais quelqu'un dans cette maison me regardait. Clara se tenait dans le couloir, elle a vu mon visage et elle a détourné le regard. J'aimerais vous dire que j'ai dit quelque chose de dévastateur. Je ne l'ai pas fait. J'ai ramassé mes clés, je suis parti et j'ai tourné en voiture dans Ridgeway pendant 1 heure. Passant devant toutes ces pelouses. Essayant de réarranger les 5 dernières minutes en quelque chose de survivable. Jason a demandé Clara en mariage cet automne-là. La blessure n'était pas seulement qu'il ait dit oui. C'était la façon dont ils ont tous rendu cela ordinaire. Personne ne m'a pris à part. Personne ne s'est excusé. Ma mère a agi comme si une petite amélioration logistique avait été apportée à la famille. Comme si elle avait simplement échangé un appareil de moindre qualité contre un meilleur et s'attendait à ce que j'apprécie la mise à niveau. Et puis, quelques semaines après les fiançailles, elle m'a demandé de faire le gâteau. Elle l'a dit au téléphone, d'un ton léger, au milieu d'une phrase, comme si c'était déjà réglé. Tu es la seule qui fait de la pâtisserie, a-t-elle dit. Donc, tu feras le gâteau de Clara, bien sûr. Quelque chose d'élégant. Je t'enverrai ses couleurs. La fois suivante où je l'ai vue. Elle a posé un échantillon imprimé de la palette de mariage de Clara sur mon comptoir de cuisine. Rose poudrée et crème, et l'a aplati avec 2 doigts. Et m'a regardé comme si l'affaire était close. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris. Dans cette famille, je n'étais pas une fille. J'étais un service. Ils avaient pris l'homme que j'aimais, l'avaient donné à ma sœur. Et leur pensée suivante était que je devrais m'occuper du repas de la célébration. J'ai failli dire oui. C'est la partie dont je ne suis pas fier et la partie qui compte le plus. Je me tenais dans ma propre cuisine, tenant cet échantillon de couleurs. Et j'ai senti le vieux réflexe se déclencher, celui qui avait régi toute ma vie. Sois utile. Mérite ta place. Rends-toi si nécessaire qu'ils ne pourront s'empêcher de t'aimer. Ma main cherchait déjà un stylo pour noter les saveurs. J'avais passé toute ma vie à mériter une chaise à une table qui ne serait jamais la mienne. La fiche de recette de ma grand-mère a glissé de mon portefeuille quand ma main a commencé à trembler. Elle est tombée par terre, près de mon pied. Cette fiche aux coins usés, de son écriture arrondie, et je me suis penché pour la ramasser. Et pour la première fois de ma vie, je me suis posé une question simple. Pas ce que ma mère voulait, pas ce qui maintiendrait la paix. Je me suis demandé ce que ma grand-mère dirait si elle pouvait me voir à genoux sur le sol de ma propre cuisine. Acceptant de faire un gâteau de mariage pour l'homme qui était censé m'épouser. Je ne leur ai pas répondu au sujet du gâteau. J'ai répondu à une autre question à la place. J'ai fait une seule valise. Cela n'a pas pris longtemps, ce qui en disait long en soi. Toute une vie, et elle tenait dans un seul sac avec de la place en plus. Je suis allé à Ridgeway une dernière fois pour dire à mes parents que je partais. Et ma mère était agacée, surtout par le désagrément de mon timing. Mon père était dans son fauteuil. Quand j'ai dit que je partais, il ne s'est pas levé. Il a trouvé la fenêtre plus intéressante que mon visage. Et il a regardé le jardin pendant que je portais ma vie vers la porte. Personne ne m'a appelé. Le silence lorsque je suis sorti sur le porche disait tout ce que les 5 dernières années n'avaient pas dit. Cela nous convient. Tu n'as jamais été celle pour qui nous nous battrions. J'ai fermé la porte derrière moi. Elle a fait un petit bruit ordinaire, puis ce fut fini. Pendant les semaines suivantes, les appels sont arrivés par vagues. Jamais pour demander comment j'allais. Ils appelaient quand la facture d'Internet devait être réglée. Ou quand Clara avait besoin de quelque chose. Ou quand une question se posait que j'avais toujours été la seule à résoudre. Ils ne me contactaient que lorsque quelque chose était cassé et que j'étais l'outil pour le réparer. J'ai laissé le téléphone s'allumer sur le comptoir de ma chambre louée et s'éteindre à nouveau. Lumière, puis obscurité. Je suis devenu très doué pour le regarder.
Je ne savais pas alors que 5 ans plus tard, ce même téléphone sonnerait pour une raison qui aurait fait sourire ma grand-mère. Je savais seulement ce printemps-là que je devais arrêter de répondre. Alors, je l'ai fait. Si vous avez déjà été l'enfant sur lequel une famille s'appuyait mais qu'elle n'a jamais choisi, vous connaissez déjà ce sentiment dans votre poitrine en ce moment. Restez avec moi et dites-moi dans les commentaires si quelqu'un vous a aussi fait vous sentir remplaçable. Je pense que nous sommes plus nombreux que quiconque ne l'admet. J'ai déménagé de l'autre côté de la ville, dans un quartier appelé le Mill District. À environ 35 minutes et un univers entier de Ridgeway. De vieux bâtiments en briques, des trottoirs fissurés. Un torréfacteur au coin de la rue et une quincaillerie qui était là depuis avant ma naissance. On se fichait de l'apparence de votre pelouse. On se fichait de savoir de qui vous étiez la fille. Je pouvais y respirer d'une manière que je n'avais jamais connue à la maison. J'ai trouvé du travail dans une petite boulangerie sur Delancey Street. Tenue par une femme nommée Ruth Delaney. Ruth avait environ 60 ans. Avec de la farine incrustée en permanence dans les plis de ses jointures et une économie de mots que j'ai fini par aimer. Le deuxième jour, épuisé et vidé. J'ai fait tomber un plateau de pâtes en train de lever et je suis resté là à le regarder. Attendant qu'on me dise ce que j'avais coûté. Ruth m'a regardé par-dessus le comptoir et a demandé, « Est-ce que ça va ?» C'est tout. Est-ce que ça va? Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. Ni pendant l'échange, ni pendant le départ, pas une seule fois. J'ai dû me détourner et m'occuper les mains pour qu'elle ne voie pas ce qu'une petite question simple pouvait faire à une personne. Ruth ne m'a jamais demandé d'où je venais. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille ou sur la raison pour laquelle une femme adulte s'était présentée ayant besoin d'un travail et d'un endroit où se poser. Elle a juste fait de la place. Elle poussait une tasse de thé sur le comptoir et un tabouret vers le côté chaud du four. Et elle m'a laissé être utile sans jamais me faire sentir que l'utilité était le loyer que je payais pour exister. J'ai travaillé pour elle pendant 2 ans. J'ai appris tout ce qu'elle savait, et j'ai appris des choses qu'elle ne savait pas. Et j'ai mis le gâteau au citron de ma grand-mère au menu une semaine, juste pour voir. Il a été épuisé à 10 heures du matin. Ruth en a goûté une tranche, a hoché la tête une fois et a dit, « Garde ça. » Quand Ruth a décidé de prendre sa retraite. Elle m'a offert la boutique avant de la proposer à qui que ce soit d'autre. Je l'ai achetée avec tout ce que j'avais économisé, et en 2022. Je l'ai rouverte sous mon propre nom. Je l'ai appelée Wild Seed Bacchus, d'après quelque chose qui pousse là où personne ne le plante. Dans un sol que personne ne choisirait. Et j'avais appris à faire exactement cela. J'ai accroché la fiche de recette de ma grand-mère dans un petit cadre derrière la caisse. Où je pouvais la voir chaque matin. Pour la première fois de ma vie, mes journées m'appartenaient et personne ne me les facturait. La boulangerie marchait bien. Pas riche, pas célèbre, mais réelle. Un journal local a écrit un article sur la femme qui avait repris l'ancien local de Ruth et mis un gâteau au citron familial en vitrine. Et je l'ai découpé et scotché à côté de la fiche encadrée. Le week-end, une file d'attente se formait devant la porte et le long de la rue. J'ai commencé à chercher discrètement un deuxième emplacement, et chaque samedi matin, un client a commencé à se présenter à la même heure et à commander la même chose. Une tranche de gâteau au citron et un café noir à la table près de la fenêtre. Il sortait un crayon de derrière son oreille et dessinait sur une serviette en mangeant. Pendant des semaines, je ne l'ai connu que comme l'homme près de la fenêtre. Il m'a finalement demandé mon nom un samedi, et pour la première fois depuis longtemps. J'ai eu envie de répondre. Il s'appelait Daniel. Il ne voulait rien de moi, sauf le gâteau au citron et, finalement, la conversation. C'était si étrange pour moi que je n'arrêtais pas d'attendre le piège. Il s'asseyait à la table près de la fenêtre avec ce crayon derrière l'oreille et nous parlions de tout et de rien. Puis de choses plus sérieuses, et il ne m'a jamais demandé d'être utile. J'attendais le moment où il aurait besoin d'une faveur, d'une réduction, d'une relation. Ce n'est jamais arrivé. Je n'ai connu que son prénom pendant très longtemps. Je n'ai jamais demandé son nom de famille et il ne l'a jamais proposé. Et cela n'avait d'importance pour aucun de nous. Il était Daniel, qui aimait le gâteau au citron et dessinait des bâtiments sur des serviettes. C'était suffisant.
Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre lentement. Il était patient avec les parties de moi qui tressaillaient. Un soir, la charnière de la porte du four s'est desserrée, je l'ai mentionné en passant. Et le lendemain matin, elle était réparée, discrètement, sans un mot. Il ne m'a pas dit qu'il l'avait fait. Je l'ai su seulement parce que l'ancien numéro du réparateur de Ruth était toujours scotché près du téléphone et que je ne l'avais pas appelé. C'était Daniel. Il réparait la chose et laissait la réparation être le but en soi, pas le crédit. J'attendais qu'il me demande d'être utile. Ce n'est jamais arrivé, et lentement, j'ai arrêté d'attendre. Mais plus nous nous rapprochions, plus je remarquais quelque chose qui me serrait l'estomac. Daniel venait d'un milieu aisé. Pas le genre bruyant, le genre discret. Le genre qui construit une pièce sans jamais mentionner le coût. J'avais appris exactement ce que l'argent pouvait faire à une famille. Comment il pouvait transformer les gens en ressources et l'amour en transactions. Et une partie de moi voulait fuir avant de découvrir qu'il n'était qu'une version plus douce du monde que j'avais fui. Puis il m'a invité à un événement familial, une inauguration en ville, et j'ai vu le panneau. Et j'ai failli partir pour de bon. Le Reed Community Art Center. Les mots gravés dans le même style gaufré que j'avais vu autrefois sur une invitation collée sur le réfrigérateur de ma mère. Quelque chose dans ce nom a ravivé un souvenir que je n'arrivais pas tout à fait à atteindre. Une écharde sous la peau que je ne pouvais pas trouver pour l'enlever. Je me suis dit que ce n'était rien. Je devenais meilleur pour savoir quand je me mentais à moi-même. Mais pas complètement meilleur. Pas encore. Je n'ai raconté toute mon histoire à Daniel que le soir où nous nous sommes assis par terre dans la boulangerie fermée. Le four cliquetant encore en refroidissant. Il m'avait demandé pourquoi je ne parlais jamais de mes parents. Alors, je lui ai tout raconté. Ma mère a donné mon petit ami à ma sœur, ai-je dit. Et ensuite elle m'a demandé de faire le gâteau. Il n'a pas dit les choses que les gens disent habituellement. Il ne m'a pas dit qu'ils étaient horribles ou que j'étais mieux sans eux. Il a juste écouté et a laissé la situation être aussi lourde qu'elle l'était réellement. Quand je suis arrivé à la partie sur l'échange. Sur la table de la cuisine et les 2 tasses de café. J'ai prononcé le nom de ma mère pour la première fois devant lui. Déborah, ai-je dit, Déborah Carter. Le visage de Daniel a changé. Il est devenu très immobile. Du même genre d'immobilité que j'avais ressenti le jour où j'avais surpris cette conversation. Et il a posé son café par terre entre nous avec un soin qui m'a dit quelque chose avant qu'il ne dise un mot. Attends, a-t-il dit lentement. Déborah Carter, du comité de l'hôpital? Elle a passé environ 1 an à essayer de me placer à côté d'une de ses filles à chaque dîner qu'elle pouvait organiser. Clara. Elle n'arrêtait pas de l'appeler Clara. Le four cliquetait dans le silence. Il a tendu la main et, sans vraiment réfléchir, a écrit un mot dans la poussière de farine que j'avais laissée sur le plancher entre nous. RED. Il a écrit son nom de famille dans la farine parce qu'il venait enfin de réaliser que je ne l'avais jamais connu. Et j'ai regardé ces 4 lettres et j'ai vu tout mon passé se réorganiser en une forme que je n'avais pas vue auparavant. Daniel Reed, celui que ma mère n'a jamais eu. L'homme qu'elle avait poursuivi pendant 1 an pour le donner à ma sœur. Le prix qu'elle avait si désespérément voulu que le perdre l'avait envoyé à la recherche d'un remplaçant. Et le remplaçant avait été Jason. Et le coût de ce remplacement, ça avait été moi. La femme qui m'avait dit que je n'étais pas le genre de femme dont un homme pouvait être fier avait laissé cet homme exact lui filer entre les doigts. Et maintenant, il était assis sur le sol de ma boulangerie, écrivant son nom dans la farine. Me choisissant. J'ai tout dit à Daniel sur ce que l'échange m'avait coûté. Et il m'a tout dit sur ce que ma mère avait essayé et échoué à faire. Et quelque part entre les 2 histoires. Nous avons compris que la même femme les avait façonnées toutes les 2 sans qu'aucun de nous ne le sache. Cela aurait dû sembler étrange. Principalement. Cela ressemblait à une porte se refermant doucement sur une pièce que j'essayais de quitter depuis des années. Ils n'ont pas de place à ça, lui ai-je dit quand nous avons commencé à planifier le mariage. Ni dans l'histoire, ni le jour J. Je n'allais pas les inviter. Je n'allais rien annoncer, rien expliquer.
ni leur donner la chance de s'immiscer dans une vie à laquelle ils avaient renoncé. J'ai supprimé le numéro de ma mère de mon téléphone ce soir-là. Pas de façon dramatique, juste supprimé. De la même manière que l'on jette finalement une clé d'une maison que l'on ne possède plus. Je ne les ai pas invités. Ce que j'avais oublié, c'est que dans une famille construite sur les apparences, les nouvelles trouvent toujours un moyen de voyager. La nouvelle a voyagé par ma cousine, Paige. Paige et moi n'avions jamais été proches, mais nous étions restés vaguement en contact. Comme le font les cousines, un texto d'anniversaire par-ci, un de vœux par-là. Elle était venue une fois à la boulangerie et en avait fait tout un plat en ligne. Et quelque part dans ce plat, il y avait la coupure de journal local et le fait que je me mariais. Elle ne voulait pas faire de mal. Elle parlait simplement comme le font certaines personnes, sans penser à la portée de leurs mots. Lors d'un dîner de famille à Ridgeway, Paige l'a mentionné. J'ai appris cela plus tard. Reconstitué à partir de ce que les gens m'ont dit après. Ima se marie à Fernbrook, si vous pouvez le croire, a dit Paige. Sortant l'article de journal pour le montrer à tout le monde. Sa boulangerie marche du tonnerre. Il y a eu tout un article. Ma mère a arrêté de mâcher. Elle a pris le téléphone des mains de Paige et a regardé l'article pendant un long moment. La photo de moi devant une boutique que j'avais construite de mes propres mains. Et voici la chose qui vous dit tout sur elle. Elle n'a jamais demandé qui j'épousais. Il ne lui est pas venu à l'esprit de se le demander. Elle avait déjà décidé que l'homme que j'avais réussi à trouver était indigne d'attention. Un illustre inconnu que la fille de reste avait accepté. Elle a regardé mon succès et a seulement senti qu'une ressource était revenue à portée de main. Car les choses n'allaient pas bien à Ridgeway. Clara avait eu l'homme et le mariage, et 5 ans plus tard. Un mari qui la regardait comme si elle était en verre. Jason l'avait épousée en croyant que la famille avait un certain statut, un certain éclat. Et quand l'éclat s'est avéré être la performance de ma mère et rien derrière. Il s'était refroidi pour devenir un homme froid et distant qui ne venait presque plus au dîner de famille. Clara avait obtenu le prix exact pour lequel elle avait été élevée. Et le prix s'était avéré être une vie passée à être invisible. Je l'ai vue plus tard au mariage. Tournant son alliance à un doigt sur lequel elle était devenue trop grande, et j'ai compris. Elle avait cherché à être choisie. Et être choisie lui avait coûté plus cher que d'être ignorée ne m'avait jamais coûté. Ma mère a regardé sa fille qui s'effaçait et son gendre qui se refroidissait. Ainsi que les avis de retard de paiement qu'elle continuait de fourrer dans le tiroir de la cuisine. Et elle a pris une décision. La maison était à court d'argent. L'hypothèque était devenue lourde. Et voici Ima, soudainement prospère, soudainement utile à nouveau. Se mariant dans un lieu comme Fernbrook avec un homme qui avait clairement un peu d'argent si c'était là qu'il le célébrait. Nous sommes toujours sa famille, a-t-elle annoncé à la pièce, décidant déjà quoi porter. Elle a déguisé cela en réconciliation, en amour d'une mère tendant la main par-delà un fossé. En dessous, il y avait une femme à court de ressources qui revenait vers celle qu'elle avait jetée. Elle a décidé qu'elle viendrait à mon mariage sans y être invitée et qu'elle amènerait Clara pour compléter le tableau de la famille réunie. Elle s'est dirigée vers ce jour, certaine de détenir encore toutes les cartes. Certaine que je céderais dès son apparition plutôt que de provoquer une scène. Sans la moindre idée qu'elle fonçait droit sur le seul homme qu'elle avait autrefois échoué à attraper. Ce qui s'est passé ensuite ne me semble toujours pas entièrement réel à dire à voix haute. Avant de vous le dire, prenez une seconde et abonnez-vous car je veux savoir combien d'entre nous ont finalement appris à cesser de mendier pour être aimés. Alors restez avec moi. Vous voudrez voir ça. Nous nous sommes mariés en octobre au conservatoire de Fernbrook. Sous un toit presque entièrement en verre. Je l'avais choisi pour la lumière. Toute la matinée, le soleil a traversé les vitres et a rempli la pièce, et tout semblait lavé. Propre et neuf. Il y avait environ 110 personnes. La plupart d'entre elles étaient des gens que j'avais rencontrés dans les années qui ont suivi mon départ. Ceux qui n'avaient jamais connu la fille qui n'était qu'utile. Ruth était assise au premier rang dans une belle robe. Avec probablement encore de la farine dans les jointures. Le gâteau au citron de ma grand-mère était posé sur la table près de la fenêtre. La recette enfin utilisée pour ma propre célébration au lieu de celle de quelqu'un d'autre.
J'avais bâti une vie de farine et de patience, et ce matin-là, elle ressemblait enfin à une vie. Daniel se tenait à l'avant dans un costume gris. Et je me souviens avoir pensé que j'avais passé tant d'années à m'entendre dire que je n'étais pas le genre de femme dont un homme serait fier. Et voilà un homme debout dans la lumière, attendant d'être fier de moi devant tout le monde. Au bout de cette allée de verre. Les portes se sont ouvertes alors qu'il n'y avait plus personne que nous attendions. Ma mère est entrée la première. Elle avait une façon d'entrer dans une pièce comme si elle avait été construite pour son arrivée. Et elle l'a utilisée maintenant. Le menton haut, un châle drapé juste comme il faut, assez fort pour faire tourner les têtes. Tu ne pensais pas te marier sans ta propre mère ici, n'est-ce pas? A-t-elle dit, d'une voix portée pour traverser la pièce. Elle jouait la matriarche gracieuse, la mère blessée pardonnant généreusement à sa fille difficile. Et elle le faisait à plein volume parce qu'elle pariait tout sur une chose simple. Elle était certaine que je préférerais l'absorber plutôt que de provoquer une scène à mon propre mariage. Elle avait construit toute sa vie sur des gens choisissant le silence plutôt que la confrontation. Et elle s'attendait à ce que je le choisisse maintenant. Derrière elle venait Clara, un demi-pas en arrière, dans une robe qui était ravissante et vide. Les mains jointes devant elle. Il n'y avait pas de Jason à ses côtés. Il n'était pas venu. J'ai remarqué cela avant toute autre chose, le mari manquant. L'espace à côté d'elle où un mariage était censé être. Toute la pièce a retenu son souffle, attendant que la mariée s'effondre sous la pression. Je n'ai pas bougé vers elle, et je n'ai pas reculé. Ma mère a pris mon immobilité pour une ouverture. Elle a toujours confondu le sang-froid avec la faiblesse. Elle a laissé ses yeux parcourir la pièce, les fleurs, le verre et les invités, évaluant le tout. Et puis elle en est venue à la seule question à laquelle elle était venue répondre. Eh bien, dit-elle, un petit sourire se formant, balayant l'avant de la pièce. Voyons voir ce que ma fille a finalement réussi à pêcher. Elle l'a dit de la manière dont on examinerait une voiture d'occasion. Elle voulait voir l'homme que la fille négligée avait accepté pour pouvoir le jauger. Et le jauger me remettait à ma place. Ses yeux se sont déplacés vers l'avant. Vers l'homme qui se tenait à côté de moi dans le costume gris, et ils se sont arrêtés. J'ai vu cela se produire en temps réel. J'ai vu ma mère regarder mon mari et j'ai vu l'évaluation mourir sur son visage. Je l'ai vu le reconnaître. Daniel. Le nom lui a échappé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Il est juste tombé de sa bouche dans cette pièce silencieuse au toit de verre. Et son sourire a disparu avec lui. Toute la couleur a quitté son visage sous cette lumière pure d'octobre. Sa main s'est levée et s'est refermée durement sur le bord de son châle. Le saisissant comme quelque chose à quoi s'accrocher. Parce que debout à l'avant de mon mariage, attendant de m'épouser, se trouvait Daniel Reed. L'homme qu'elle avait passé un an à chasser pour Clara. Le prix qu'elle avait traqué à travers une douzaine de dîners soigneusement arrangés. Celui qu'elle avait si désespérément voulu que son échec à l'obtenir avait déclenché toute cette terrible affaire. Et chaque personne dans cette pièce, issue du monde qu'elle avait si ardemment essayé d'impressionner, y compris les Reed eux-mêmes, la regardait le réaliser. Clara a compris une demi-seconde plus tard. J'ai vu cela traverser son visage. La reconnaissance, l'horreur, l'arithmétique complète de la situation atterrissant d'un seul coup. C'était cet homme. C'était l'homme que maman avait voulu pour elle. Et il l'avait. Dans ce silence, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais j'allais le faire. Je veux être clair sur ce que j'ai fait ensuite. Car il est important que je ne l'ai pas fait bruyamment. J'ai passé assez de ma vie à être géré par des gens qui utilisaient le volume comme une arme. Je n'allais pas devenir l'une d'entre eux à mon propre hôtel. J'ai regardé ma mère et j'ai laissé la pièce rester silencieuse un souffle de plus. Puis j'ai parlé clairement, à un volume normal, de sorte qu'elle a dû s'immobiliser pour m'entendre. Tu m'as dit une fois, ai-je dit, que je n'étais pas le genre de femme qu'un homme pourrait être fier de ramener à la maison. Elle a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Tu as passé un an à essayer de donner cet homme à Clara, ai-je poursuivi calmement. Tu as arrangé chaque dîner. Tu as acheté les robes. Et il m'a choisi. Il ne savait pas qui tu étais. Ni qui était Clara, ni rien de tout ça.
Il m'a juste choisi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas énuméré les 16 000 $, ni les années passées à être l'interrupteur de la famille. Ni le café froid sur la table de la cuisine. Je n'avais pas besoin de tout le registre. J'avais seulement besoin de la seule chose vraie, placée exactement là où elle atterrirait. Ma mère a alors essayé de retrouver son aplomb. Elle a cherché le ton qu'elle utilisait toujours. Le chaleureux, celui qui concluait les affaires. Ima, ma chérie, nous avons fait tout ce chemin. Nous sommes ta famille. Nous voulions seulement. Vous vouliez voir ce que j'avais accepté, ai-je dit. Maintenant, vous l'avez vu. Quelque part dans la pièce, une chaise a bougé. Une des amies des Reed, une femme avec qui ma mère avait passé 2 ans à essayer d'être vue. La regarder de la manière dont on regarde quelqu'un dont le numéro vient de s'effondrer en public. Personne n'est venu à la défense de ma mère. Non pas parce qu'une foule s'était retournée contre elle sans raison. Mais parce qu'elle avait passé les 2 dernières minutes à montrer à chaque personne présente exactement qui elle était. Et il ne restait plus rien à défendre. Clara a émis un petit son et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait parler. Mais elle a seulement serré plus fort ses mains jointes et a regardé le sol. J'ai posé ma main sur le bras de Daniel. C'était la décision, pas les mots, la main. Choisissant la personne à côté de moi plutôt que les gens à la porte, devant tout le monde. Sans excuse. Vous pouvez sortir, ai-je dit. Et ils l'ont fait. Ma mère s'est retournée la première, le châle serré à sa gorge. Et a redescendu cette allée de verre sous les regards de toute la pièce, une sortie. Elle avait voulu que ce soit une entrée. Clara a suivi, un pas derrière elle, comme elle l'avait toujours été. Comme elle s'était tenue dans le couloir il y a 5 ans quand c'était mon visage qui se décomposait au lieu du sien. La porte en verre au bout de l'allée s'est refermée derrière elle. Elle a fait le même petit bruit ordinaire que la porte de la cuisine avait fait le jour où je suis parti. Et un mariage, une famille et un mensonge de 5 ans se sont tous refermés avec elle. Bien que je susse même alors, debout dans ma robe de mariée dans toute cette lumière pure. Que le coup d'une porte fermée n'est jamais rien. Il y aurait une facture pour cela aussi. Il y en avait toujours une. La facture est arrivée comme ces choses arrivent, discrètement, au cours des semaines suivantes. Les gens que ma mère avait passé des années à essayer d'impressionner étaient ceux qui l'ont vu s'effondrer. Et la nouvelle d'une scène comme celle-là ne reste pas dans une pièce de verre. Elle a parcouru le même circuit que son nom avait autrefois parcouru. Les comités, les galas, le petit monde prudent qu'elle avait construit sur les apparences. Elle ne l'a pas perdu parce qu'une foule s'est retournée contre elle. Elle l'a perdu parce qu'elle s'était tenue devant eux tous et avait révélé exactement ce qu'elle était. Et les apparences, il s'avère, ne vous protègent que jusqu'à ce que la chose en dessous se montre. Et l'argent était toujours un problème. Cela n'avait pas changé. Si quoi que ce soit. Le mariage avait aggravé les choses car maintenant la fille qu'elle avait espéré récupérer avait fermé la porte devant témoin. Elle a commencé à appeler. J'avais eu un nouveau numéro dans les années qui ont suivi mon départ. Mais elle l'a obtenu comme elle obtenait toujours les choses. Et mon téléphone a commencé à s'allumer sur le comptoir de la boulangerie. Lumière, puis obscurité, comme avant. Le même écran, le même silence entre les sonneries, 5 ans plus tard. Mais il y avait une différence cette fois, et la différence, c'était moi. Les messages, quand je les ai finalement écoutés, n'étaient pas des excuses. Ils étaient présentés comme des excuses, enveloppés dans le langage de la famille. Du pardon et du laisser-aller du passé. Mais sous chacun d'eux se trouvait la même demande. Les choses étaient difficiles. La maison était à l'étroit. Nous sommes toujours ta famille, Ima. La famille est de la famille. Sûrement, maintenant que tu réussis si bien, tu pourrais aider un peu. La voilà. Les avis de retard de paiement dans le tiroir de la cuisine, parlant enfin avec sa voix. La réconciliation et la demande avaient toujours été la même chose. Cette fois, j'ai décroché. Pas pour dire oui. J'ai décroché pour qu'elle m'entende le dire clairement une fois et comprenne que c'était là. Dernière fois. Je ne vais pas envoyer d'argent, ai-je dit. Et je ne vais pas garder cette porte ouverte.
J'espère que les choses s'amélioreront pour vous. Je le pense sincèrement. Mais ce ne sera pas moi qui les réparerai. Puis j'ai raccroché et je ne me suis pas sentie triomphante. Je me sentais fatiguée et lucide, et quelque chose proche du deuil. La différence entre la fille qui laissait le téléphone s'éteindre et la femme qui y répondait n'était pas que j'avais cessé de les aimer. C'était que j'avais finalement cessé de les supplier de m'aimer en retour. Clara est venue me voir seule quelques semaines après cela. Elle s'est présentée à la boulangerie près de la fermeture. Hésitant près de la porte comme j'avais l'habitude d'hésiter dans cette cuisine. Je l'ai laissée entrer. Je ne sais toujours pas ce qui m'a poussé à la laisser entrer. Sauf qu'elle s'était tenue dans ce couloir il y a 5 ans et avait vu mon visage. Et je pense qu'une partie de moi avait toujours su qu'elle était autant un produit de cette maison que moi. Elle ne m'a pas présenté de vraies excuses. Elle n'en était pas encore capable. Peut-être jamais. Mais elle a été honnête, ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'être choisie signifiait quelque chose, a-t-elle dit. Elle a tourné cette bague lâche à son doigt. Je pensais que si tu étais celle qui était choisie, tu avais gagné. Cela signifiait quelque chose, lui ai-je dit. Juste pas ce que nous pensions. Elle m'a un peu parlé de son mariage, de Jason. Des longues années froides passées à être le prix que quelqu'un avait acquis puis cessé de regarder. Elle avait voulu être admirée de la manière dont notre mère nous avait toutes deux entraînées à le vouloir. Moi en le méritant, et elle en l'incarnant. Et cela l'avait vidé tout aussi complètement que cela m'avait vidé. Jason, au final, n'était qu'un homme qui avait épousé une performance et qui en voulait au silence quand celle-ci a pris fin. Il n'était pas tant cruel qu'absent. Un homme vivant à l'intérieur d'un choix qu'il avait fait négligemment et ne pouvait défaire. J'ai préparé une tasse de thé pour Clara. Je l'ai poussée sur le comptoir vers elle. Le geste exact que Ruth avait fait pour moi le 2e jour. Et j'ai compris, en le faisant, que je donnais à ma sœur la seule chose que notre famille ne nous avait jamais donnée à aucune de nous deux. C'est-à-dire un moment où l'on s'occupait de nous sans rien devoir en retour. Mais je n'ai pas proposé de la revoir. Je n'ai pas ouvert le calendrier, ni fait de plan, ni promis un nouveau départ. J'ai laissé la porte entr'ouverte pour Clara parce qu'elle avait été façonnée par les mêmes mains qui m'ont façonné et je ne pouvais me résoudre à la verrouiller complètement. Et je l'ai verrouillée complètement pour ma mère parce que Clara était une personne qui avait été brisée par cette maison. Et ma mère était celle qui l'avait brisée. 2 portes différentes pour 2 personnes différentes. C'était la dernière chose que cette maison m'a apprise. Que vous avez le droit de faire cette distinction. Que la miséricorde et les limites peuvent vivre dans le même corps. Quant à ma mère, à la fin, elle s'est retrouvée seule à l'intérieur du monde même qu'elle avait construit. Les comités se sont refroidis, les invitations se sont raréfiées. Les gens dont elle avait passé sa vie à rechercher l'approbation ont doucement fermé leurs portes. Et elle s'est retrouvée au milieu d'une vie entièrement organisée autour du fait d'être vue. Avec de moins en moins de gens disposés à regarder. J'ai ressenti le chagrin de cela plus que je ne l'aurais cru. J'avais pensé pendant des années que le jour où je suis parti, j'avais perdu ma mère. En y réfléchissant après le mariage, j'ai finalement compris la chose plus vraie, plus dure. Je n'ai pas perdu ma mère à cet hôtel. J'ai seulement admis enfin que je ne l'avais jamais vraiment eue. On ne peut pas perdre ce qui n'a jamais été donné. Ce que j'avais perdu, c'était l'espoir. Et abandonner un espoir est une sorte de funérailles en soi. Silencieuse, privée et attendue depuis longtemps. Je vous ai dit qu'il y avait 2 portes. Il y en avait une 3e. Et c'est celle que j'ai comprise en dernier parce qu'elle appartenait à la personne contre qui j'avais dépensé le moins d'énergie à être en colère. Mon père a appelé alors que l'année tournait au froid. Environ un mois après la visite de Clara à la boulangerie. Il n'a pas appelé comme ma mère, par vague, avec une demande pliée à l'intérieur de l'inquiétude. Il a appelé une fois. Il a laissé un message vocal et je pouvais l'entendre respirer entre les phrases. Un homme peu habitué à parler à une machine et peu habitué, en réalité, à parler tout court. Il a dit que c'était lui. Il a dit qu'il espérait que la boutique marchait bien. Vers la fin, il a dit qu'il aimerait passer si cela ne dérangeait pas.
Et puis il a répété d'accord, plus doucement, comme s'il se posait la question à lui-même. J'ai failli ne pas y répondre. Puis j'ai pensé à la fenêtre. D'aussi loin que je me souvienne, mon père avait choisi la fenêtre. Quand ma mère nous a placés sur cette photo avec moi à moitié hors du cadre. C'est lui qui tenait l'appareil photo, et il a regardé à travers. A appuyé sur le bouton et n'a jamais dit une seule fois, rapproche-la. Le jour où j'ai porté ma seule valise à la porte. Il était assis dans son fauteuil et a trouvé le jardin plus intéressant que mon visage. Toute sa vie avait été une série de petits tours vers la fenêtre et loin de la pièce. Il y a un souvenir que je n'ai jamais pu oublier. J'avais 9 ans et j'avais gagné quelque chose à l'école. Un petit certificat pour une rédaction. Et au dîner, ma mère a passé le repas à parler d'un récital de danse que Clara allait donner. Le certificat était posé à côté de mon assiette, et j'attendais que quelqu'un le ramasse. Mon père l'a lu en entier pendant que ma mère parlait. Je l'ai regardé le lire, et quand il a eu fini, il l'a reposé près de mon assiette, a pris le sel. Et n'a jamais dit un mot. Je me suis dit pendant des années qu'il l'avait lu, que la lecture était l'amour. J'avais construit une grande partie de mon enfance sur le fait que la lecture était l'amour. Je l'ai laissé venir parce que je voulais enfin savoir si cela avait jamais été plus que ça. Il est arrivé un mardi gris près de la fermeture, comme Clara. Hésitant à la porte jusqu'à ce que je lui fasse signe d'entrer. Et la première chose que j'ai ressentie, avant toute autre chose, c'est à quel point il était plus petit que le père dans mon souvenir. L'âge l'avait tassé. Son manteau était trop grand maintenant. Il se tenait au milieu de ma boutique, tournant son chapeau dans ses mains. Regardant la coupure de presse encadrée. La rangée de tabourets vides et la fiche de recettes derrière la caisse. Et il ne semblait pas savoir où se mettre dans une pièce qui n'avait rien de lui. « Tu as fait tout ça ?» a-t-il dit. Ce n'était pas tout à fait une question. « Oui, c'est moi. » Il a hoché la tête lentement. De la manière dont il hochait la tête pour les choses pour lesquelles il n'avait pas de mots. Je lui ai fait une tasse de café parce que c'était le genre de choses que je faisais. Et je l'ai posé devant lui, et j'ai attendu. J'avais appris en 5 ans d'absence comment laisser un silence s'installer sans me précipiter pour le combler. C'était une compétence que j'avais développée spécifiquement à cause de lui. Et maintenant, je l'utilisais sur lui. Et j'ai regardé un homme sentir le poids d'un silence dans lequel il avait passé toute sa vie à se cacher. Il a bu un peu de café. Puis il a mis la main dans la poche intérieure de ce manteau trop grand et en a sorti son portefeuille. Et du portefeuille, il a tiré un carré de journal plié, doux au pli à force d'être manipulé. Et il l'a posé sur le comptoir entre nous et l'a aplati avec 2 doigts. C'était l'article. Celui sur la femme qui avait repris l'ancien local de Ruth et mis un gâteau au citron familial en vitrine. Il l'avait porté sur lui. J'ai regardé ce morceau de papier usé et j'ai compris quelque chose qui faisait plus mal que n'importe quelle porte que ma mère avait jamais fermée. Il m'avait vu depuis le début. Il m'avait vu. Il avait découpé l'article, l'avait plié dans son portefeuille et l'avait porté contre sa poitrine. De la même manière que je portais la fiche de ma grand-mère. Et pendant toutes ces années, il n'avait pas une seule fois décroché le téléphone pour dire qu'il était fier. Pas une seule fois il ne s'était levé dans cette cuisine pour dire « C'est ma fille. Laissez-la tranquille. » Il m'avait aimé en privé, d'une manière qui ne lui coûtait rien et ne me protégeait de rien. Son amour avait vécu entièrement dans sa propre poche. Où il n'aurait jamais pu être dépensé pour moi quand j'en avais réellement besoin. Certaines personnes, ai-je réalisé, vous aiment exactement autant que leur peur le leur permet. Et pas un centimètre de plus. Je te suivais, a-t-il dit. Ta mère ne le savait pas. Je sais qu'elle ne le savait pas, ai-je répondu. C'est tout le problème, n'est-ce pas? Il a tressailli. Et je n'essayais pas d'être cruel. J'étais seulement enfin clair. Pendant 32 ans, j'aurais tout donné pour savoir qu'il était discrètement de mon côté. Et maintenant je le savais. Et il s'est avéré qu'un père qui est discrètement de votre côté pendant qu'on vous livre sur une table de cuisine n'est pas du tout de votre côté. C'est un témoin qui a décidé que regarder coûtait moins cher que de parler.
Être aimé en secret par un homme qui ne vous défendra pas à voix haute est une solitude particulière. Vous passez votre enfance à confondre le silence avec la profondeur. Et puis un jour, vous comprenez que le silence n'a jamais été que le son d'un homme protégeant sa propre paix. Je t'ai vu là-haut, a-t-il dit, à l'avant de cette salle, avec lui. Il a fait tourner la tasse de café d'un quart de tour sur le comptoir. Ta mère avait beaucoup à dire sur qui il était. Le garçon ride. Tout ça. Je n'ai pas suivi la plupart. Il a fait une pause. Je ne t'ai juste jamais vu comme ça avant. Comme si tu étais à ta place. Et voilà. La seule chose qui le différenciait d'elle. Ma mère était entrée dans mon mariage et avait vu une prise à évaluer. Mon père était entré dans la même pièce et avait vu sa fille heureuse. Peut-être pour la première fois, et cela s'était enregistré comme du bonheur et non comme un statut. Pendant un instant, cela m'a presque anéanti. Mais je me suis forcé à retenir toute la vérité, pas seulement la partie qui était facile à aimer. Parce que voir mon bonheur une fois. Silencieusement depuis un banc d'église après 32 ans de silence. N'est pas la même chose que d'avoir jamais levé le petit doigt pour le protéger. Un homme peut enfin remarquer la lumière en vous et être toujours un homme qui les a laissés essayer de l'éteindre. J'aurais dû dire quelque chose, m'a-t-il dit ce jour-là, et bien d'autres jours. Tu aurais dû, ai-je répondu. Il n'a pas protesté. C'était presque la partie la plus triste. Il n'a pas cherché d'excuses ni ne m'a demandé de comprendre à quel point il était difficile de vivre dans cette maison avec elle. Il est juste resté assis là, tenant son chapeau. Un vieil homme qui avait échangé sa fille contre un foyer tranquille. Et qui ne faisait que maintenant, trop tard, le calcul de ce que le silence lui avait coûté. J'ai pensé à verrouiller cette porte comme j'avais verrouillé celle de ma mère. Mais ce n'était pas la même porte. Et je m'étais promis d'arrêter de prétendre que tous ceux qui m'avaient fait défaut m'avaient fait défaut de la même manière. Ce n'était pas le cas. Ma mère avait fait des choses. Elle avait fait asseoir Jason. Avait plaidé sa cause et avait posé les couleurs de Clara sur mon comptoir. Son mal avait des mains. Le mal de mon père était celui d'un homme qui gardait les mains dans ses poches pendant que cela se produisait. Ce ne sont pas les mêmes crimes, même s'ils vous laissent debout dans la même pièce vide. Alors, je n'ai pas verrouillé sa porte. Mais je ne l'ai pas non plus entr'ouverte comme je l'avais fait pour Clara. Voici ce que je peux t'offrir, ai-je dit. Si jamais tu veux me connaître, tu le peux, mais pas avec elle, ni par son intermédiaire. Et pas en tant qu'homme qui maintient la paix en se taisant. Tu devrais venir en tant que toi-même. Tu devrais être prêt à dire à voix haute les choses que tu ne t'es jamais dites qu'à toi-même. C'est la porte. Elle n'est pas verrouillée. Mais tu es le seul à pouvoir y frapper. Et tu devrais frapper en tant que quelqu'un que je n'ai honnêtement jamais rencontré. Il m'a regardé un long moment et quelque chose a bougé derrière ses yeux qui aurait pu être le début de la compréhension ou seulement la peur de celle-ci. Je ne sais pas si je sais comment faire, a-t-il dit, et je l'ai cru. C'était la réponse honnête, et c'était aussi la réponse qui me disait s'il le ferait un jour. Vouloir changer et savoir comment sont deux pays différents. Et mon père avait passé toute sa vie dans le premier, regardant le second à travers une vitre. Sans jamais acheter de billets. Je sais, ai-je dit. Et je n'étais pas en colère. J'étais quelque chose de plus calme que la colère. J'étais une femme regardant son père et le voyant avec précision, peut-être pour la première fois. Et aimant le peu qu'il y avait à aimer en lui sans prétendre que c'était plus. Il a fini son café. Avant de partir, je lui ai coupé une tranche du gâteau au citron. Je l'ai emballée et je la lui ai mise dans les mains. Car la miséricorde ne me coûte plus rien maintenant. Et j'en avais beaucoup depuis que j'avais arrêté de la rationner pour acheter de l'affection. Mais je ne lui ai pas dit de revenir. Je n'ai pas fixé de date, ni fait de plan. Ni ne l'ai laissé avec l'idée qu'une tranche de gâteau était le premier pas sur un chemin vers quelque part. C'était une gentillesse offerte gratuitement, sans rien devoir ni rien promettre. Il devrait construire la route lui-même, et je savais déjà. En le regardant tenir ce gâteau comme quelque chose de fragile. Qu'il ne le ferait probablement jamais. Il s'est arrêté à la porte en sortant, près de la table sous la fenêtre.
Celle qui est maintenant à Daniel et Ruth. Où les gens qui m'ont réellement choisi s'assoient le samedi matin dans la lumière. Il a regardé cette table vide une seconde. Comme s'il pouvait sentir que quelque chose y vivait qu'il n'avait jamais eu. Une chaleur ordinaire à côté de laquelle il s'était assis toute sa vie sans jamais être à l'intérieur. Puis il a posé le chapeau trop grand sur sa tête et est sorti dans le gris. Plus petit que mon souvenir, portant une tranche de gâteau. Un carré de journal plié et chaque mot qu'il n'avait toujours pas trouvé. La porte s'est refermée derrière lui avec ce petit son ordinaire. 3 portes maintenant, et j'avais finalement fini par les comprendre toutes les 3. Cette nuit-là, j'ai pensé aux 2 amours que j'avais portés tout au long de ma vie. Et à la manière si différente dont chacun m'avait été transmis. Ma grand-mère m'avait aimé à voix haute. Dans une recette écrite de sa propre main et pressée dans ma paume. Où je pouvais l'utiliser chaque jour de ma vie. Mon père m'avait aimé en secret, plié dans un portefeuille où elle ne pouvait jamais m'atteindre. L'un est un cadeau que l'on peut tenir. L'autre n'est qu'une histoire qu'un enfant seul se raconte pour traverser une maison silencieuse. J'ai sorti la fiche de recette de ma grand-mère de son petit cadre et je l'ai déplacée dans un meilleur. À un meilleur endroit derrière la caisse où la lumière du matin la cachait. La seule chose dans ma vie qui m'avait été donnée librement. Je la voulais quelque part où je la verrais la première chose chaque jour. Le dernier gâteau que j'ai jamais fait pour ma famille, je l'ai fait pour mon propre mariage. Et c'est moi qui étais célébré. Cela me surprend encore parfois. L'étrangeté et la justesse de la chose. Pendant des années. Le gâteau au citron de ma grand-mère avait été une chose que je faisais pour le bonheur des autres. Un service que j'accomplissais pour mériter une place. À Fernbrook, il était sur la table près de la fenêtre, et Ruth a coupé la première tranche. Et derrière la caisse dans mon esprit. Il y avait cette fiche encadrée de sa main aux lettres arrondies. Illuminée par toute cette lumière du toit de verre. La recette était enfin rentrée à la maison. La boulangerie est toujours là. Le deuxième emplacement a ouvert l'année suivante et j'ai embauché de bonnes personnes. Je les ai payées équitablement et je leur ai demandé, lors de leur premier jour difficile, si elles allaient bien. Ruth passe le samedi et s'assoit à la table près de la fenêtre maintenant. À la place que Daniel prenait avant que la table ne devienne la nôtre à partager. Daniel dessine toujours des bâtiments sur des serviettes. Il y a toujours une file d'attente devant la porte le week-end et je fais toujours le gâteau au citron moi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on ne délègue pas. Je veux vous dire que partir m'a endurci, parce que c'est l'histoire qu'on nous enseigne. Que les gens qui fixent des limites deviennent froids. Que se choisir soi-même vous rend cruel. Ce n'est pas le cas. Partir ne m'a pas endurci. Cela m'a rendu libre. Et être libre, il s'avère, est plus doux que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai plus de place pour la gentillesse maintenant que je n'en ai jamais eu quand je la rationnais en essayant d'être aimé. Je me suis choisi. Et ce n'était pas une vengeance. Et ce n'était pas un tour d'honneur. Et il ne s'agissait pas de l'homme que j'ai épousé ou de la boutique que j'ai construite ou de la porte que j'ai finalement fermée. C'était juste le moment où j'ai arrêté d'auditionner pour une famille qui avait déjà donné le rôle à quelqu'un d'autre. Le moment où j'ai arrêté de mettre le couvert pour des gens qui ne venaient à table que affamés. Si cette histoire a touché quelque chose de tendre en vous, je comprends. Et je suis contente que vous soyez restés. Dites-moi dans les commentaires. Quelle limite avez-vous finalement fixée qui a changé votre vie? Et qui a essayé de vous en dissuader? Je lis chacun d'entre eux. Et je vous promets. Aucun de nous n'est aussi seul dans cette situation qu'ils nous l'ont fait sentir. Ces jours-ci, j'arrive à la boulangerie avant que le soleil ne soit complètement levé. J'allume les lumières et je démarre les fours. Et tout l'endroit se remplit lentement de chaleur et de l'odeur du citron et du beurre. Dehors, les premières personnes se rassemblent déjà près de la porte dans le gris matinal. La fiche de ma grand-mère capte la lumière derrière la caisse. Et quelque part près de la fenêtre, à la table qui est maintenant la nôtre. Il y a une serviette propre qui attend un homme qui m'a choisi sans avoir besoin d'une seule raison autre que moi. Je sors le premier plateau. Je déverrouille la porte, et je laisse entrer le matin. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.